toi, je m'appelle Serge Bindi et je te dis bienvenue dans ce nouvel épisode de notre épopée entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel épisode, comme je l'ai dit à l'introduction, et je m'en vais te présenter le menu. Donc nous allons travailler sur le deuxième élément qui concernait la création des offres. En fait, c'est des offres de produits et de services. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as une entreprise de consulting, c'est-à-dire un cabinet de consultants, tu dois être capable de créer des offres. Tu dois avoir des offres spécifiques que tu vends à des prospects spécifiques. Le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs ont du mal à créer des offres parce qu'il y a un ensemble d'éléments qu'ils ne comprennent pas. Il y a un procédé, justement, qui te permet d'aller de « je n'ai aucune idée » à « qu'est-ce que je vais offrir spécifiquement à telle personne ». Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons consacrer, je pense bien, 2 épisodes de cette saison seulement à la création des offres. Donc, je vais te prendre tout le procédé à partir de la définition de ton positionnement stratégique. D'abord, à partir de la définition même de tes compétences, l'identification des compétences que tu as actuellement et que tu peux vendre en tant que consultant, jusqu'à la fabrication, la confection des offres de services et de produits que tu peux proposer à tes prospects. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir, premièrement, identification de tes compétences. Ici, il est important de comprendre que tout le monde est compétent. Tout le monde a des compétences qu'il peut vendre à des gens qui peuvent acheter. C'est très important. Je discute encore avec des jeunes sur Internet, Facebook, etc. Et quand je leur parle de leurs compétences, quand je leur dis qu'ils ont des compétences, par exemple, l'autre jour, je parlais avec une jeune Togolaise et je lui dis, mais écoute, tu as des compétences que tu peux vendre actuellement, même si tu es encore étudiante. Et c'est ces compétences-là que je peux t'aider à identifier. Elle me dit, ouais, mais je ne suis pas sûr que j'ai des compétences. Qu'est-ce que je peux bien vendre à quelqu'un? Je lui dis, regarde, je vais essayer de deviner. Puisque c'est une fille, je suis parti avec la psychologie féminine. Je lui dis, je suis sûr que tu maîtrises le make-up, que tu connais la mode, que tu connais l'habillement. Je suis sûr que tu aimes l'e-commerce, c'est-à-dire que tu aimes vendre des choses en ligne. Et là, elle me dit, waouh, c'est très intéressant ça. Comment toi tu sais ça? Je lui dis que non, j'ai simplement deviné. Mais en fait, je suis parti avec des éléments de féminité que je connais, que je rencontre chez la plupart des filles que je connais. Donc la plupart des filles aiment le make-up, elles aiment faire les cheveux, travailler les ongles, travailler l'habillement, la mode, etc. Et ce sont des compétences que tu peux vendre. Je dis que tu peux vendre ces compétences. Je ne parle pas encore des habits, non. Je te parle de comment est-ce qu'on fait le make-up, de comment est-ce qu'on fait les ongles, de comment est-ce qu'on fait les cheveux, de comment est-ce qu'on s'habille. Ce sont des compétences que tu peux vendre en tant que consultant en fashion, c'est-à-dire en habillement. Et tu peux avoir ces compétences-là et elles sont latentes en toi. Notre objectif, c'est de les faire sortir. Donc, si tu viens de rejoindre la chaîne, je te demande de t'abonner, tout simplement, d'activer la cloche de notification parce qu'il y a une cloche là à côté du bouton abonner qui va te permettre d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que nous allons poster. Voilà, donc nous allons d'abord identifier des compétences. Tout le monde a des compétences. Ensuite, nous allons travailler ton positionnement stratégique. Le positionnement stratégique est important parce qu'il est ce pourquoi tu seras connu dans le marché. Quelle est ta spécialité dans le marché? Qu'est-ce que tu sais faire exactement? Pourquoi est-ce que les gens te connaissent dans le marché? Nous allons répondre à cette question. Le troisième élément, nous allons travailler ta marque. Alors, ce n'est pas le moment de le dire ici. Je ne veux pas te convaincre ici qu'avoir une marque, c'est la chose la plus importante dont tu as besoin. Si tu as un cabinet de consulting, ton cabinet doit avoir une marque spécifique. Et je vais te montrer comment on crée une marque. Une marque, ce n'est pas une alchimie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans les nuages. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux en tout cas. Une marque, c'est quelque chose de simple. Tu lui donnes un nom, tu lui donnes une charte graphique, c'est-à-dire avec des couleurs spécifiques. Tu lui donnes un logo et tu lui donnes un tagline, ce qu'on appelle un tagline, c'est-à-dire la phrase catch qui te représente. Donc, si tu as ces 4 éléments et que tu les mets dans un format approprié, on dit que tu as une marque. L'idée donc pour toi, c'est de développer cette marque de manière à ce qu'elle soit connue à l'international, que ce soit la marque de ton cabinet. Le 4e élément qu'on va voir dans cet épisode ou dans le prochain, c'est l'échelle de valeur. Je vais te montrer comment est-ce que tu fais l'échelle de valeur de ton entreprise de consulting, de ton cabinet, qui te permet de voir toutes les offres que tu peux donner. C'est à partir de cette échelle que tu vas commencer donc à décrypter les offres. Donc tu vas découper le problème que tu résous en petits morceaux que tu vas morceler. Et ce sont ces morceaux qui vont constituer les offres. Donc, 5e élément, nous allons présenter les offres. Donc, voilà ce qui va constituer le statut de cet épisode. Bon, je pense que nous allons diviser l'épisode en 2. Nous allons prendre une partie
peut-être jusqu'au 3e élément. Nous allons faire un épisode et la suite, nous allons faire l'autre épisode. Parce que les éléments sont assez conséquents. Il faut qu'on explique chaque élément pour que tu aies l'opportunité de comprendre tout en profondeur. Donc, nous allons commencer par les compétences. Très important. Je t'ai dit que tout le monde a des compétences. Une compétence, c'est quoi? Une compétence, c'est quelque chose de pratique que tu sais faire. Donc, vraiment, moi, je ne t'enseigne pas les livres. Je veux que tu comprennes la réalité, comment elle fonctionne. Donc, une compétence, on dit que quelqu'un est compétent quand il sait faire quelque chose jusqu'à on voit le résultat. Donc, c'est ça qu'on appelle une compétence. Il y a donc des choses que tu sais faire. Je suis en train de te le répéter. Il y a des choses que tu sais faire. À base de ces choses-là, je ne veux pas savoir qui tu es, que tu sois étudiant, que tu sois même jeune au lycée, que tu sois cadre d'entreprise, que tu sois senior, que tu sois étudiant, que tu sois universitaire, que tu sois dans le privé, dans le public. Tu as une compétence. Il y a quelque chose que tu sais faire. Il y a même plusieurs choses que tu sais faire. L'idée pour moi ici sera de mixer ces choses-là, enfin de te permettre de mixer ces choses-là pour trouver une concoction alchimique extrêmement intéressante qui va faire ta particularité dans le marché. Et c'est à base de cette concoction-là qu'on saura qui tu es et qu'est-ce que tu proposes comme offre, qu'est-ce que tu as comme valeur aux gens, qu'est-ce que tu proposes aux gens comme offre ou comme valeur. Voilà, pour identifier tes compétences, je vais faire un listing de types de compétences. D'accord? Et parmi ces types de compétences, je vais donner des exemples. Toi, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre un cahier et de noter toutes les compétences qui te parlent, les compétences que tu sens que tu as. Donc, tu vas les noter, fais le recensement de toutes ces compétences. N'oublie aucune. Quand je vais parler, il y a d'autres qui vont venir en toi. C'est vrai que je ne vais pas peut-être tout citer, mais il y a certaines qui vont revenir à toi, auxquelles tu vas penser et tu vas devoir les lister pour trouver une concoction magique qui va te représenter, toi, en tant qu'entité. Et c'est sur la base de ces compétences-là que tu vas créer ton cabinet de consulting. Premier élément, les compétences entrepreneuriales. Les compétences entrepreneuriales, c'est l'ensemble des compétences qui permettent de monter une entreprise de manière à ce qu'elle fonctionne. Quand tu vois quelqu'un qui a une entreprise ou alors qui a développé une entreprise jusqu'à elle fonctionne, on dit que cette personne a des compétences entrepreneuriales. Quelles sont les compétences entrepreneuriales qui existent et que tu pourrais avoir? 1. La création des offres. Tu sais, par exemple, créer des offres de produits ou de services. Donc, tu es spécialisé dans la création des offres. Tu sais comment on crée des offres, comme je vais t'apprendre à le faire ici maintenant. Tu es marketeur, donc tu fais le marketing. Spécialiste du marketing. Si tu fais le marketing, si tu sais comment faire le marketing, c'est-à-dire comment attirer des prospects vers soi, c'est une compétence que tu peux vendre, avec laquelle tu peux ouvrir tout un cabinet de consulting. Il y a des grands cabinets de consulting qui ne font que le marketing. Yes, ils sont très connus et la demande est extrêmement élevée dans ce secteur en tout cas. Ensuite, il y a la vente. Voilà. La vente, c'est une compétence qui te permet de transformer un prospect en client. C'est-à-dire, quelqu'un vient vers toi, il est intéressé par ce que tu vends. Mais qu'est-ce que tu lui dis exactement pour qu'il achète? Ça ne doit pas être des choses au hasard que tu lui dis pour qu'il achète. Et ce n'est pas parce qu'il vient vers toi, étant intéressé, qu'il va acheter. C'est ce que je dis toujours. Donc, la capacité à transformer un prospect en un client est une compétence qu'on appelle la vente. Si tu as cette compétence, tu notes dans ton cahier. Ensuite, tu as la livraison de la valeur. Donc, la livraison de la valeur, c'est tout ce qui regroupe service après-vente, logistique, c'est-à-dire quelqu'un a commandé la marchandise, il est dans un autre pays, ou il est à 150 km, ou il est juste à côté. Comment est-ce qu'on fait pour lui livrer la marchandise? Ça, c'est une compétence en soi que tu as. Peut-être que tu as étudié à l'école, tu as étudié la logistique. La gestion des stocks. La gestion des stocks est dans la livraison. C'est-à-dire que, voilà, il y a un magasin, il y a des gens qui ont il y a des choses, il y a des marchandises qui rentrent, il y a des marchandises qui sortent. Comment est-ce qu'on travaille de manière optimale à ce qu'il n'y ait pas un flou entre ce qui entre et ce qui sort? De manière à ce que quand il y a une commande, on retrouve rapidement l'élément dans le magasin et on le livre rapidement au client. Parce que l'essentiel dans la livraison, c'est que le client soit satisfait, qu'il ait la chose qu'il a demandée à temps. D'accord? Et il y a donc 3 éléments qui rentrent dans cette compétence. 1, la livraison logistique. 2, la gestion des stocks. Et 3, le service après-vente. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait au client quand il se plaint? Quand on dit au client quand il se plaint, comment est-ce qu'on le calme? Comment est-ce qu'on l'assure? Comment est-ce qu'on le garde dans l'entreprise? Tout ça rentre dans la livraison. 5e compétence, la finance. Voilà, donc la finance est une compétence extrêmement importante en entreprise. Une entreprise qui ne produit pas de l'argent, ce n'est pas une entreprise, c'est un hobby. Voilà. Donc, pour produire de l'argent ou pour travailler dans une entreprise où l'argent est produit, il faut absolument maîtriser la finance. C'est pour ça que les chefs d'entreprise
soit ont des grands financiers avec eux, ou alors ils sont eux-mêmes des grands financiers. Donc, cette compétence-là, si tu la notes. La finance, c'est la capacité de savoir compter ce qui entre et ce qui sort de manière à produire du profit. Si tu n'es pas capable de compter ce qui entre et ce qui sort de manière à produire du profit, tu n'es pas un bon financier. Si tu comptes seulement ce qui entre et ce qui sort, tu n'es pas un financier, tu es un comptable. Un financier doit être capable d'optimiser, par exemple, les impôts. Un financier doit être capable de trouver les fonds d'investissement, de trouver des niveaux d'investissement dans l'entreprise, de trouver des leviers. Un financier doit être capable de conseiller le chef d'entreprise sur la gestion financière, de manière à ce que l'argent entre, de manière à ce que l'entreprise investisse, de manière à ce que l'entreprise ait beaucoup plus d'argent en termes de profit. Voilà le travail du financier. Si ton travail, c'est de compter ce qui entre et ce qui sort, on dit que tu es comptable. La finance est une compétence en elle-même extrêmement importante que si tu dois noter. La dernière compétence, c'est la RH, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, extrêmement importante. Tout ce qui est en entreprise est ressources humaines. Et quand c'est ressources humaines, vous devez le gérer et vous devez bien le gérer. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer les ressources humaines, je ne sais pas ce que vous avez comme entreprise. Puisque tous les gens qui travaillent dans une entreprise sont des hommes. Donc, jusqu'au jour où on va nous faire venir des robots. Donc, il faut quelqu'un dans l'entreprise qui est capable de gérer les hommes. Comment ils entrent, quand est-ce qu'ils entrent, comment est-ce qu'on les recrute, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils travaillent de manière optimale, comment est-ce qu'on les met en équipe, de manière à ce qu'ils font progresser les activités de l'entreprise. C'est une compétence extrêmement importante. Si tu la maîtrises, tu notes. Donc, voilà les 5 compétences entrepreneuriales. Ensuite, tu as ce que j'appelle les compétences techniques. Voilà, je note ici. Voilà, les compétences techniques sont de tout ordre. Par exemple, tu es technicien supérieur en froid, en climatisation. J'ai un ami qui est technicien dans la pneumatique. Et bon, c'est quelqu'un que je suis en train de suivre. S'il écoute cette vidéo, je lui fais un coucou. De toutes les manières, il va sûrement se reconnaître dans la vidéo. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent à qui j'ai montré comment est-ce qu'il peut vendre sa compétence comme consultant dans d'autres entreprises, à d'autres particuliers, sans quitter l'emploi dans lequel il est. Il est dans un atelier de pneumatique, mais il travaille comme consultant dans d'autres entreprises. Tu es donc technicien supérieur, tu maîtrises le secteur industriel, tu maîtrises l'électricité, la plomberie, tu es même technicien de surface. Il y a un ensemble, toutes ces compétences sont des compétences techniques. Et il y a un ensemble de marchés, il y a un ensemble d'opportunités que tu peux saisir. Tu n'es pas obligé d'aller t'asseoir et d'attendre entrer dans une entreprise. Tu peux monter ton cabinet de consulting et faire tes services directement à des clients qui ont besoin de toi, que ce soit des clients entreprises ou des clients particuliers. Ensuite, tu as des compétences artistiques. Ici, par exemple, tu sais chanter, tu sais danser, tu sais jouer un instrument de musique, tu sais faire la sculpture, etc. On dit que tu as des compétences artistiques. Les compétences artistiques sont extrêmement importantes. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont devenus des multimilliardaires sur la base de leurs compétences artistiques. Tu ne dois rien négliger. Tu sais faire le dessin, tu sais chanter, tu sais danser. Il est possible que tu crées une marque sur ton concept. Tu es même humoriste. Tu peux créer une marque sur ton concept et tu peux la marketer. D'accord? Et les gens vont te payer pour ça. Voilà. Donc, c'est une compétence qui n'est pas à négliger. Si tu es là, tu notes. Ensuite, tu as ce que j'appelle les compétences manuelles. Voilà. Les manuels sont un peu techniques, mais les compétences manuelles sont différentes des compétences techniques en ce que les compétences techniques sont aussi un peu académiques, c'est-à-dire qu'on les a apprises à l'école. D'accord? Donc, il y a les compétences manuelles que tu n'as pas forcément besoin d'apprendre à l'école, comme par exemple cultiver le champ avec les mains, comme par exemple faire de la poterie, comme par exemple faire la couture. Bref, tout ce qu'on fait avec les mains, mais qu'on n'est pas obligé d'apprendre à l'école. C'est ça que j'appelle compétences manuelles. Toutes ces compétences manuelles se vendent. Par exemple, supposons que tu sais faire le ménage, d'accord, avec les mains, tu sais faire le ménage. Tu n'es pas allé à l'école, ok. Tu peux avoir une entreprise qui fait le ménage chez les individus et dans les entreprises. Et tu peux diriger cette entreprise-là. Et tu peux offrir tes services à ces entités-là en tant que consultant. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, prends au sérieux ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, je vais te montrer comment tu fais pour trouver les clients. Je vais te montrer comment tu formalises tes offres. Parce que je vois les gens faire ça. Les gens sont en train de faire ça. Même ceux qui sont partis à l'école. Ils ouvrent des entreprises où ils vont faire le ménage chez les gens.
Voilà. Donc, tu as des compétences manuelles. Ne néglige pas les compétences que tu as, les choses que tu peux faire tous les jours étant content, sans te fatiguer. Voilà. Donc, voilà des types de compétences que tu as. On peut ajouter là les compétences académiques. Donc, tu as des compétences académiques. Ça veut dire que tu es allé à l'école, tu connais les maths, tu connais la physique, tu connais la science, tu connais les technologies, tu connais l'informatique. Il y a un ensemble de compétences que tu as. Tu peux les vendre. Tu connais le droit, tu connais la médecine. Ce n'est pas normal que tu sois au chômage. Tu dois constituer ces compétences-là en offre et les donner et les vendre aux gens qui en ont besoin. Et je vais t'apprendre comment tu le fais dans cette saison. Très bien, j'espère que tu as bien compris la notion de compétence et que tu as noté toutes les compétences que j'ai citées de manière à ce que tu puisses identifier celles que tu as. Donc, identifie celles que tu as. Même si elles sont nombreuses, identifie toutes les compétences que tu penses avoir. Nous allons créer, sur la base de toutes ces compétences, une concoction de compétences qui va faire ta spécificité. Donc, n'aie pas peur de mélanger les compétences techniques avec les compétences artistiques ou avec les compétences intellectuelles ou académiques. N'aie pas peur de mélanger, même avec les compétences entrepreneuriales. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons travailler sur ton positionnement stratégique. L'idée du positionnement stratégique, comme j'ai dit à l'entame de mon propos, c'est que tu dois être connu dans le marché pour être le spécialiste de quelque chose en particulier. Voilà. Et comment est-ce que ça se passe pour être connu dans le marché, pour être le spécialiste de quelque chose en particulier? Il faut se baser sur ce qu'on appelle les 5 marchés, qui constituent en fait les 5 besoins fondamentaux de tous les êtres humains, de tout âge et de tout temps, dans tous les lieux géographiques. Donc, les êtres humains ont 5 besoins fondamentaux. Ça veut dire qu'on a besoin tous de 5 choses fondamentalement. De tout âge, c'est-à-dire que ceux d'avant et ceux de maintenant, ceux du nord et ceux du sud, ceux de l'est et ceux de l'ouest. Nous avons tous besoin de 5 choses. Et c'est sur ces 5 choses que tu dois reposer ton business. C'est sur l'une de ces 5 choses que tu dois reposer ton offre. En fait, ton offre doit promettre aux clients ou aux prospects l'une de ces 5 choses. Et tu vas voir pourquoi. Parce que si tu fais du consulting et tu ne promets pas à quelqu'un de lui donner soit de l'argent, c'est-à-dire que quand tu vas finir ton travail, il doit avoir la certitude qu'il aura un résultat final. Donc, tu dois lui décrire ce résultat final en termes de ses marchés, en termes de ses bénéfices que tu vas lui donner. Donc, tu vas t'appuyer sur l'un des marchés pour faire tes propositions de valeur. Et je m'en vais t'expliquer. Donc, le premier marché, c'est celui que j'appelle le marché de l'avoir. Le marché de l'avoir ou alors le marché de l'argent. Nous voulons tous d'argent, en fait. En tant qu'être humain, je ne connais pas un être humain qui n'a pas besoin d'argent. Même les plus, même ceux qui se privent le plus, même les plus spirituels, même les plus ascétiques, ils ont besoin d'argent. Nous avons tous besoin d'argent pour vivre. Bref, nous avons tous besoin d'avoir quelque chose au minimum pour vivre. Un minimum. Ça, des maisons, des habits, des chaussures. Bref, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, de la nourriture, de l'argent. Donc, nous avons besoin de ça. Et c'est un marché sur lequel tu peux t'appuyer. Ça veut dire qu'à l'issue de ton service, tu promets à la personne que quand tu vas finir de faire ton service, il aura de l'argent. C'est comme le service que nous faisons, par exemple. Chez Skywalker, nous sommes positionnés stratégiquement sur le marché de l'argent. C'est-à-dire quand tu nous contactes, ce qu'on te promet, c'est qu'une fois qu'on va mettre sur pied ton système, ton mécanisme de vente, tu auras de l'argent. Si tu es une entreprise, si tu es un individu, une fois que tu vas suivre nos conseils et les appliquer à la lettre, tu auras de l'argent. Donc, ça fait que c'est plus facile pour la personne de comprendre ce que tu fais et de comprendre la valeur que tu lui apportes. Donc, il faut promettre l'une de ces choses au client que tu as. Donc, commence à réfléchir sur le marché sur lequel tu vas t'appuyer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu n'es pas obligé de t'appuyer sur un seul marché. Tu peux t'appuyer sur 2 ou 3 marchés en même temps. Donc, à côté du marché de l'argent, tu as ce que j'appelle le marché de l'éducation. Voilà. De tout temps et en tout lieu, l'être humain a toujours eu besoin de s'éduquer. D'ailleurs, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Donc, si tu regardes cette vidéo jusqu'à 7 heures, c'est parce qu'elle te donne de la valeur en termes d'éducation. Donc, tout le monde veut s'éduquer. Attention, tout le monde veut s'éduquer. Même ceux que tu penses ne pas aimer l'éducation. En fait, c'est peut-être ton type d'éducation qu'ils n'aiment pas. Ou alors un type particulier d'éducation qu'ils n'aiment pas. Mais tout le monde, tous les cerveaux sont conçus de manière à vouloir de l'information pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Donc, tout le monde veut s'éduquer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il y a des business comme l'école. En fait, l'école est un business qui est basé sur
le marché de l'éducation. C'est parce que les gens veulent s'éduquer. Il y en a qui ouvrent donc des écoles. Il y en a qui ouvrent des universités. Il y en a qui font des séminaires de formation. Les gens payent pour ça. Il y en a qui vendent des formations. Vous voyez, quand quelqu'un fait un coffret et vend une information, c'est parce qu'il s'est fondé sur le marché de l'éducation. Il a compris que l'être humain a ce besoin fondamental là, d'avoir des informations. Donc, c'est le marché de l'éducation. Le marché de l'éducation, c'est quand tu fais ton service ou ton produit, tu promets au client qu'à l'issue de ce service-là ou de ce produit, il aura une éducation de qualité. Voilà, si tu promets ça, la probabilité d'acheter est beaucoup plus élevée. Ensuite, tu as le marché de la santé. Voilà. Le marché de la santé est aussi extrêmement vaste et c'est le marché de tous les êtres humains. Nous avons tous besoin d'être en santé. Nous avons tous besoin de protéger notre santé et celle à qui nous tenons, notre famille, nos proches, etc. Donc, si par exemple tu es médecin, il va de soi que tu es fondé sur le marché de la santé. Donc, tu peux ouvrir un cabinet de consulting en médecine. En fait, un cabinet de consulting en médecine, c'est un cabinet médical. D'accord? C'est un cabinet médical où les gens viennent et ils se font consulter sur leur santé et tu gagnes de l'argent à partir de là. Tu peux aussi faire de la nutrition. Si tu es coach nutrition, nutritionniste, tu es basé sur le marché de la santé. Ça veut dire que quelqu'un qui vient vers toi, tu lui promets qu'à l'issue de ton régime, à l'issue de ton repas, à l'issue des conseils nutritionnels que tu vas lui donner, il va recouvrer la santé, peut-être sur telle ou telle maladie. Donc c'est comme ça. Tu dois fonder ton cabinet de consulting sur un marché, sur un de ces 5 marchés. Ensuite, tu as le marché des émotions. Donc, tu vas aussi remarquer que les êtres humains sont des créatures émotionnelles. Nous voulons tous des émotions, des grandes émotions ou même des petites. C'est pour ça qu'il y a des stades, c'est pour ça qu'il y a des cinémas, des salles de cinéma, c'est pour ça qu'il y a des bars, il y a des bars où on ne vend que l'émotion. C'est même pas la bière qu'on vend là-bas. C'est pour ça qu'il y a des boîtes de nuit. C'est pour ça qu'il y a toutes ces expériences émotionnelles, c'est-à-dire remplies d'émotions élevées. D'accord? Toutes ces expériences remplies d'émotions élevées sont dans le marché des émotions. Et c'est un marché que les gens utilisent fortement aujourd'hui pour se faire de l'argent. Très bien. En fin de compte, tu as le marché des relations. Alors, le marché des relations est aussi important. Et tu verras que de tout temps, en tout lieu, les hommes ont toujours eu besoin de relations. L'homme est un animal social, comme on dit. Enfin, c'est Jean-Jacques Rousseau. Donc, l'idée de ce marché, c'est que tu amènes les gens à se mettre ensemble. Tu amènes les gens à partager des expériences relationnelles élevées. D'accord? Et ça, c'est un marché à part. C'est-à-dire que, par exemple, tu aides les couples à revenir ensemble. Tu aides les familles à revenir ensemble. Donc, tu es par exemple un coach. Tu aides les jeunes filles ou alors les jeunes garçons à trouver des épouses. Tu es par exemple un coach love. Tu aides les mamans et les papas à rassembler leur famille nucléaire, à savoir rassembler leur famille nucléaire. Donc, il y a des gens qui ont fondé leurs entreprises là-dessus et qui cartonnent. Donc, tu travailles par exemple sur la sexualité, tu travailles sur les relations de couple et tu es un consultant dans ce domaine. Donc, les relations sont aussi un marché sur lequel tu peux te positionner. Donc, le positionnement stratégique, c'est quoi? Le positionnement stratégique, donc, c'est ta capacité de choisir l'un de ces marchés ou alors 2 ou 3 de ces marchés et de faire de ça ta spécialité en entreprise, de faire de ça la spécialisation de ton cabinet. Donc, les cabinets dont je parle ici, ce n'est pas seulement les cabinets de consulting en entreprise. Je t'ai dit que tu peux faire un cabinet de consulting qui consulte les individus. Voilà. Et là, tu peux être même un coach individuel personnel, ou tu peux faire des coachings de groupe, ou tu peux être un médecin. Un médecin qui a un cabinet est un consultant. Un juriste qui a un cabinet d'avocat ou un cabinet de conseil juridique est un consultant. Un ingénieur qui a un cabinet de technique industrielle pour les grandes entreprises est un consultant. Un informaticien qui a un cabinet technique ou d'informatique qui développe des logiciels ou dans la sécurité informatique est un consultant. Un coach qui travaille avec les jeunes pour développer leur estime personnelle, leur estime de soi est un consultant. Tu vois un peu, un mathématicien qui travaille avec qui fait des tutorats de jeunes en mathématiques pour les aider à passer leurs examens est un consultant. Donc c'est cette vision large
que tu dois avoir, cette capacité de transformer tes compétences personnelles en offre de produits et de services qui sont représentés par une entreprise. C'est ça que j'appelle le consulting. Donc, le positionnement stratégique donc, sera ta capacité à te fonder sur l'une de ces entreprises. Je vais prendre 3 exemples pour aller rapidement. Exemple numéro 1. Tu es jeune. Tu as regardé, tu n'as pas vu de grandes compétences que tu as. Tu n'es pas encore sorti de l'école et tout ça. Mais quand tu es à la maison tout le temps, on te dit, waouh, tu sais écouter les gens, hein, tu sais donner des conseils. Hein. Tu te dis, donc je peux utiliser, c'est une compétence. Savoir écouter les gens est une compétence. Savoir résoudre les problèmes des gens est une compétence. Donc tu peux utiliser cette compétence, par exemple, pour créer un cabinet de consulting dans les relations. Tu vas te dire, ok, donc je vais créer un cabinet qui va permettre de réunir les familles brisées. Et tu crées un cabinet de consulting dans le domaine. Ton rôle, ce sera donc de trouver des clients. Des clients pour toi sont des familles brisées, où le papa ne parle plus avec la maman, où les gens ont eu des problèmes dans la famille et tu es celui-là qui va venir remettre l'harmonie entre tout ça. Mais tu vois qu'il va falloir être extrêmement compétent pour faire ce genre de boulot. Donc c'est un boulot qui est intéressant. Et à la demande, tu n'as qu'à voir autour de toi combien de fois les familles sont brisées, combien les gens ne s'entendent pas. Et je t'ai parlé à l'épisode introductif de la loi du déni. C'est-à-dire personne ne viendra te voir pour te dire « ouais, on a les problèmes de famille, il faut venir régler ça ». Tu vois, personne ne viendra te dire ça. À moins que tu ne crées un système d'attraction gravitationnelle, comme je vais te montrer dans la partie marketing. Donc, tu peux créer tout un cabinet qui fonctionne comme ça. Et tu peux être capable de donner ces offres de produits et de services à des clients. Voilà. Donc, ça, c'est un positionnement stratégique. Donc, la deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas te positionner sur le marché. Tu vas choisir le marché sur lequel tu vas te positionner. Et ça va faire que tu vas promettre cette valeur-là au client qui vient vers toi une fois qu'il aura reçu ton produit ou ton service. Ça veut dire que la définition de ton travail sera plus facile. Par exemple, chez Skywalk, nous sommes effectivement positionnés sur le marché de l'argent. Ça veut dire que quand tu nous contactes, ce qu'on te promet, c'est que voilà, tu me contactes, tu me mets devant les faits accomplis, tu me donnes un produit, tu me donnes un service, moi je le vends et je te donne de l'argent. Tu me donnes une force de vente, je la coach et elle te produit beaucoup plus d'argent. Tu me donnes un projet, je le développe, j'en fais le marketing et ça te produit de l'argent. Ou alors, tu me dis, ok, voici des sous que j'ai, comment est-ce que je peux positionner ça pour l'investissement? Comment est-ce que je peux développer d'autres projets avec? Je développe avec toi des projets avec et ça te donne de l'argent. Donc, ce que je promets aux clients, c'est qu'une fois qu'ils auront les services que je vais faire, ils auront de l'argent pratique en cash. Voilà. Et c'est ça que tu dois être capable de produire. Si tu es conseiller financier, dis-leur que tu vas leur créer des économies. Tu vas faire qu'ils ne payent plus trop d'impôts. Tu vas faire qu'ils réduisent les dépenses inutiles dans l'entreprise. Si tu es ingénieur en technologie, dis-leur que tu vas créer des systèmes qui vont faire en sorte qu'ils aient beaucoup plus de clients. Et ces clients vont leur donner de l'argent. Si tu es nutritionniste, dis que tu crées des menus qui vont éliminer certaines maladies. Dis que tu crées des menus qui vont atténuer l'effet de certains symptômes si le système est symptomatique. Si tu es coach, dis que quand je vais être en relation avec toi, tu vas pouvoir trouver un mari, tu vas pouvoir trouver une femme. La famille va pouvoir être réunie. C'est de ça qu'il est question. Donc tu dois être capable de promettre une de ces choses de manière claire et systématique à tous tes clients. Donc j'appelle ça le positionnement stratégique. Très bien. Maintenant que tu as travaillé sur ton positionnement stratégique, est-ce que tu connais exactement ce pourquoi tu es connu dans le marché? C'est-à-dire que quand on va dire entreprise telle, on a directement le référentiel, le marché, on a directement la spécialisation, on a directement ce pourquoi la personne est connue. Il faut que tu sois connu pour quelque chose. Il faut que tu sois connu pour quelque chose. Si tu n'es pas connu pour quelque chose, tu es inconnu. Ou alors tu es méconnu. Et quand tu es inconnu ou méconnu, tu n'as pas d'argent. Ça, c'est sûr. Donc, ce que tu dois faire actuellement, c'est que tu dois créer une marque. Tu dois créer une marque. Ton cabinet doit avoir une marque. Et comment est-ce qu'on crée une marque? Comme je t'ai dit, c'est très simple. La première chose, c'est que tu lui donnes un nom. Donc, tu lui donnes un nom. Donc, directement, on va créer une marque tout à l'heure. Prenons par exemple, l'exemple d'un jeune qui est cadre d'entreprise et il est, disons qu'il est banquier. Banquier, c'est bien, parce que j'ai été un peu banquier. Donc, il est banquier, d'accord? Et il veut être consultant, c'est-à-dire consultant dans la finance. Première chose, il a travaillé
ses compétences de banquier et de financier. C'est-à-dire qu'il comprend comment la finance fonctionne. Donc, il est déjà compétent. Il a des systèmes qu'il a développés. Puisque les banquiers, il connaît comment ça se passe. Ensuite, il a travaillé son positionnement stratégique. Ça veut dire que son positionnement stratégique, c'est genre, quand je viens vers toi, je te donne de l'argent. Quand je vais faire mon service, mon produit, le résultat, c'est que tu auras de l'argent. C'est son positionnement stratégique. Ensuite, il doit créer une marque pour son cabinet de consulting. Supposons qu'il va appeler ça Tandem Consulting. Voilà. J'ai pris le nom comme ça, hein, c'est venu comme ça. Donc, il appelle ça Tandem Consulting. Tandem Consulting fait dans la finance d'entreprise. Donc, si tu as un problème de gestion financière, si tu as un problème d'optimisation financière avec les impôts, si tu as un problème d'obtention de crédit, moi je viens et je te permets d'avoir de l'argent. Non seulement dans les dossiers de crédit que tu fais pour les banques, parce que je suis banquier, je connais comment est-ce qu'on monte un dossier de crédit. Je connais ce qu'il faut faire dedans. J'ai même de relationnel. Je peux te placer de manière à ce que tu obtiennes ton crédit facilement. Je peux construire derrière une entreprise qui fait dans ça. Et je propose ces services à des clients qui sont des entreprises. Donc, mon entreprise s'appelle Tandem Consulting. C'est le nom. Ensuite, tu as le logo. Bon, le logo n'est pas forcément obligé d'être un signe. Hein? Donc, ça, ce sont les éléments d'une marque. Donc, comment est-ce qu'on crée une marque? Voilà les éléments. Donc, tu as le nom, ensuite tu as le logo. Donc, le logo n'est pas forcément obligé d'être un signe caractéristique. C'est-à-dire que tu peux mettre simplement Tandem Consulting et ce sera le logo de ton entreprise. C'est-à-dire, le nom sera le logo. Ou alors, si tu veux être fancy, donc tu veux être un peu intéressant ou alors intéressé, tu peux faire un logo. Bon, supposons que le logo de Tandem Consulting, c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est un faux truc, hein? Donc, je fais simplement comme ça. Donc, voilà le logo de Tandem Consulting. Donc, chaque fois que tu vas voir le signe ici, il peut mettre ça sur les t-shirts, il peut mettre ça au début, devant son entreprise, etc. Ensuite, il y a la charte graphique. Alors, la charte graphique, c'est l'ensemble des couleurs qui représentent ton entreprise. Et l'ensemble, les couleurs et les polices d'écriture. Voilà. Donc, ici, il y a couleurs et police d'écriture. Tu choisis des couleurs qui te représentent toi-même ou qui représentent ce que tu veux faire. Et tu choisis une police d'écriture que tu vas mettre systématiquement partout. Quand tu écris des lettres, tu fais avec. Dans les réseaux sociaux, c'est avec. Quand tu es partout, c'est avec. C'est avec ta police d'écriture. Donc, on appelle ça ta charte graphique. Ensuite, tu as ce qu'on appelle un slogan ou un tagline. Un tagline ou un slogan. Tandem Consulting qui est dans le marché de l'argent. Tu vois, maintenant, trouver le slogan pour une entreprise qui est dans le marché de l'argent devient facile. Parce que il est question pour toi de dire ce que tu donnes aux prospects ou aux clients. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font quand ils créent les slogans. Ils disent l'excellence à votre portée, comme quelqu'un disait. L'excellence de quoi? Tu dois promettre quelque chose de tangible qui vient des 5 marchés. Donc, tu dois lui dire que la santé est devant sa porte. Tu dois lui dire que sa relation sera améliorée. Tu dois lui dire qu'il va transformer ses compétences en argent, un peu comme Skywalker, turn your passion into money, et etc., etc. Donc, il est question ici de trouver un slogan qui colle à une entreprise financière, Tandem Consulting, qui fait dans le financement d'entreprise. Donc, tu peux dire le financement à votre portée. Voilà les éléments de marque. Donc, cette entreprise-ci va arborer son nom, son logo, sa charte graphique et son slogan partout. C'est ça qu'on appelle une marque. Tout ce que tu fais doit avoir une marque. Même si tu crées une entreprise qui fait dans la danse, tu dois avoir, ton concept doit être représenté par une marque. Si tu crées une entreprise qui est dans la comédie, ton concept doit avoir une marque. Si tu fais une entreprise qui vend les beignets, ton concept doit avoir une marque. Tu dois toujours créer une marque pour ton service et pour ton produit. Parce que c'est la marque que les gens retiennent. Quand tu vas faire voir la marque tout le temps, tu vas lui donner une certaine aura. Donc, elle va accumuler une certaine aura qui sera détachée de toi forcément. Et ce sera ce qu'on appelle l'equity. Donc, l'entreprise va bâtir sa propre richesse et ce sera une entité à part et à part entière. L'entreprise va bâtir sa propre richesse qui ne sera plus forcément la tienne, qui ne sera plus forcément celle sur qui tu es accroché.
l'entreprise sera une organisation qui rassemble un certain nombre de personnes et qui est déjà une entité autonome. Et il est plus intéressant pour toi de construire des entités comme ça que de construire des choses qui sont basées sur toi. Que de construire des entreprises où, quand tu pars en vacances, on ne fonctionne plus. Quand tu ne travailles pas, rien ne se passe. Quand tu es malade, l'entreprise tombe. Donc, pour avoir ce type d'entreprise-là, il faut créer une marque. Et voilà comment est-ce qu'on crée une marque. Donc, tu peux commencer à créer ta marque aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que je te recommande de faire. C'est la première étape de tous les projets. Quand quelqu'un me dit qu'il a un projet, je lui demande, est-ce que tu as créé la marque? Est-ce que tu as commencé à créer la marque? Commence à réfléchir sur ta marque aujourd'hui. Si tu veux créer une marque de vêtements, commence à créer ça aujourd'hui. Je t'ai dit que créer une marque, ce n'est pas compliqué. C'est un nom, c'est un logo, c'est une charte graphique et c'est un tagline. Très bien. Donc maintenant que tu as identifié tes compétences, d'accord, tu as créé ta marque, tu as choisi ton positionnement stratégique, tu as choisi ce pourquoi tu seras connu dans le marché. Il est question pour toi de faire ton échelle de valeur, donc de concevoir ton échelle de valeur. Alors, l'échelle de valeur, c'est quoi? Voilà, l'échelle de valeur est un concept très important. C'est-à-dire que quand je rencontre un entrepreneur et que je dois travailler avec lui, la première chose que je lui enseigne, c'est l'échelle de valeur. Parce que le problème dans l'entreprise, c'est que les gens ont une conception monotone du client. Quand je parle de monotone, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la plupart des gens pensent que quand un client vient vers toi, il va acheter et il va partir. Donc, il va acheter ce que tu vends et il va partir. Et c'est l'erreur fondamentale de tous les mauvais business. Or, c'est la seule chose que les gens qui conçoivent les entreprises qui fonctionnent ont corrigé. C'est la seule chose. Si tu arrives à corriger ça, tu as une entreprise qui fonctionne. Et la seule manière de corriger ça, je dis bien la seule manière de corriger ça, c'est de concevoir une échelle de valeur. Donc, c'est de penser au prospect de manière à ce que tu dois le faire monter sur une échelle de valeur. Donc, tu dois le faire durer dans l'entreprise pour l'amener d'un point A à un point B. Le point B est le point optimal de sa vie sur le marché que tu as choisi. Je reprends. L'échelle de valeur, c'est un ascenseur de valeur. C'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs que tu donnes à un seul prospect, un seul, pour l'amener d'un point A qui est un état de décrépitude à un point B qui est un état d'optimum avancé. D'accord? Donc, cette conception change radicalement un certain nombre de choses. Ça change par exemple le fait que tu n'es pas obligé d'avoir tous les clients de la terre. Ça change ça. Parce que tous les jours que tu cherches les clients, si tu savais extirper la valeur, si tu savais extraire de la valeur des clients que tu as déjà ou que tu as déjà eu, tu ne serais pas en train de chercher d'autres clients. Et c'est là-bas que les entreprises qui fonctionnent ont tout gagné. Les entreprises qui fonctionnent bien savent comment extraire de la valeur des anciens clients. Et c'est en concevant un ensemble de valeurs échelonnées que tu arrives à faire ça. Le problème, c'est que tu dois concevoir ça avant. Tu dois concevoir ça avant, pendant que tu es en train de mettre sur pied l'entreprise. Donc, tu dois savoir là où tu commences et là où tu finis dans la résolution du problème. Alors, qu'est-ce que j'appelle résolution du problème ici depuis? Il faut savoir que le marché que tu attaques est un problème. D'accord? Le marché que tu attaques est un problème. Supposons que Skywalker attaque le marché de l'argent. En fait, on ne suppose pas. Skywalker attaque le marché de l'argent. Ça veut dire que ce que nous donnons à notre prospect, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'à l'issue de notre service, le gars aura de l'argent. D'accord? Il entre donc chez nous par la porte du bas, à l'état A. À l'état A, il n'a pas d'argent. Il est chômeur ou alors il est cadre d'entreprise. Cadre d'entreprise, il a son salaire. À l'état B, il doit être dans un état d'argent maximal. Donc, il doit avoir résolu tous ses problèmes d'argent. En fait, il doit atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. Donc, nous te prenons d'ici pour t'amener à là-bas. Sauf qu'entre ici et là-bas, il y a un ensemble d'étapes que tu traverses. Et ces ensembles d'étapes sont donc des offres que nous avons créées. Ce qui fait que quand tu viens vers nous et que tu es par exemple ici, on va te vendre ce qui est là d'abord pour te faire monter ici. Ensuite, on va te vendre ce qui est là. Ensuite, on va te vendre ce qui est là. Et ensuite, on va te vendre ce qui est là. Et enfin, on va te vendre ce qui est ici. Ce qui est ici, pour quitter d'ici à ici, dans ta propre vie, il va se passer même 50 ans ou 40 ans. Et tout ce temps-là, tu seras avec nous.
Et tu seras en train de bénéficier de la valeur qu'on t'apporte. De manière à ce que tu restes avec nous tout le temps dans ce marché-là. Donc, s'il y a quelqu'un dans ce marché-là, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent et qui vient nous voir pour qu'on travaille ses compétences, pour l'aider à avoir beaucoup d'argent, il va entrer dans cet état-ci. Donc, on va lui vendre ceci, il sera toujours avec nous. À un certain moment, il va comprendre qu'il a aussi besoin de ça. On va lui vendre ça, il sera toujours avec nous dans ce même marché. Donc, notre travail à nous, c'est de le retenir là le maximum de temps possible. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tous les clients du monde. On n'a pas besoin de tous les clients du monde. Il faut arrêter de penser que tu as besoin d'avoir de plus en plus de clients pendant que tu ne sais pas utiliser ce que tu as déjà. D'ailleurs, tu n'as même pas leur nom. Tu ne les as même pas captés dans un système. L'autre jour, je te parlais du service après-vente et je te disais que le service après-vente aide à capter les clients dans une entreprise, à leur vendre des choses et d'autres, des upsells, des downsells, des cross-sells et tout ça, de manière à ce qu'ils puissent monter sur une échelle de valeur pour aller d'un état de décrépitude à un état optimal avancé. Donc, dans le marché donc représente un problème. L'argent n'est pas un problème. Je veux dire, le marché de l'argent est un problème. Ça veut dire, les gens ont les problèmes d'argent. Voilà. Les gens ont les problèmes d'argent. Et quand ils viennent nous voir, on leur montre comment est-ce qu'ils peuvent transformer leur passion en argent. Et dans cette montrée-là, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire une fois. Non. Ça prend du temps. Et il y a des étapes. Et il faut comprendre ces étapes-là. Et à chaque étape, il y a des offres qu'on fait par étape. D'accord? Par exemple, on peut commencer par une consultation gratuite. Bon, il y a une période, je vais dire à la suite, je pense à l'épisode prochain, je vais te montrer exactement comment tu utilises l'échelle de valeur pour concevoir des offres de produits et de services. Mais tu dois avoir cette pensée-là dans ton esprit. Tu dois comprendre ça définitivement. Tu dois comprendre qu'une entreprise fonctionne avec une échelle de valeur. Et tout ce qui est ici, c'est de la valeur dont l'objectif est d'augmenter le temps de vie du client dans ton entreprise. Il faut d'abord comprendre ça comme ça. D'abord. Donc, une fois que tu comprends l'échelle de valeur, il va falloir la définir pour toi. Et pour la définir pour toi, je vais te donner des exemples. Disons que on va prendre 3 exemples pour être beaucoup plus concret et pour varier un peu. Donc, on va prendre l'exemple d'un cadre d'entreprise. On va reprendre notre exemple du cadre d'entreprise qui a lancé une entreprise de consulting dans le financement des petites entreprises, des PME. Donc, il est banquier et il vient vers toi pour t'aider à optimiser tes finances. Que ce soit te faire des économies ou à te permettre d'avoir des crédits bancaires. Il t'aide à monter tes dossiers de crédit. Voilà. On va travailler son échelle de valeur. Le gars il peut commencer avec ce qu'on appelle des consultations gratuites. Donc, c'est son plus petit niveau dans l'échelle de valeur. Donc, il te prend en consultation gratuite, il te donne 1 heure pour essayer de comprendre ton problème et pour essayer de te donner des solutions à ce problème-là. D'accord? Donc, il y a des gens qui payent pour les consultations horaires. Il peut passer à un autre niveau où il fait des consultations horaires. Donc, les consultations horaires sont payées. Supposons c'est un grand consultant, un grand banquier, il fait son heure de consulting à 50 000 francs. Pour qu'il te montre en 1 heure comment est-ce que tu peux faire pour avoir ton dossier de financement. Par exemple, tu as déposé un dossier de financement dans une banque et les gars sont en train de te tourner. Tu viens le voir. Comment est-ce que je fais pour avancer dans ce domaine? Il va te consulter et tu vas lui donner 50 000 francs en 1 heure. Bon, 50 000 francs, ça peut être petit, mais c'est un exemple. Donc, ça, c'est la deuxième partie de l'échelle. Donc, la consultation gratuite est toujours importante, je reviens vers là, parce qu'elle est une offre de résistance minimale dans l'entrée. Tu vas voir que tout ça, c'est ton système. D'accord? Tout ça, c'est ton entreprise. Donc, ça, c'est, disons, ton cabinet. Voilà, pour être plus précis. Donc, tout ça, c'est ton cabinet de consulting. Ici là, c'est le marché. Donc, c'est dehors. Disons que tu vas mettre des systèmes d'attraction clientèle. Je vais te montrer comment tu fais, qui amènent les gens à vouloir entrer dans ton entreprise. On est d'accord? Donc, à partir d'ici, il faut une offre de résistance minimale qui fait que quelqu'un qui vient de dehors entre facilement dans ton entreprise. C'est pour ça que je préconise à tous les consultants de commencer avec des heures de consultation gratuites ou de commencer avec des séminaires gratuits. Donc, il peut aussi faire des séminaires gratuits.
Donc, tout ce qui est gratuit est bien parce que les gens aiment bien les choses gratuites. Quand tu fais les choses gratuites, les gens viennent. Donc, on appelle ça offre à résistance minimale. Donc, une fois que les offres à résistance minimale sont conçues, tu les utilises pour aspirer donc les clients, mais tu gardes leur contact toujours. Et c'est à ces clients-là que tu vas donc proposer des consultations payantes. Parce qu'une fois que tu vas leur faire des consultations gratuites, les consultations gratuites ne sont pas forcément vides. Elles ne sont pas forcément vides en valeur. D'ailleurs, tu dois leur donner de la valeur. Tu vas leur expliquer comment on fait un dossier de crédit. Tu vas leur expliquer tout gratuitement. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Et puisque tu lui as donné de la valeur et c'est que tu es spécialisé dessus, il va revenir te voir. Et quand il va revenir te voir, tu vas lui dire, OK, bon, maintenant, tu dois passer en consultation. Donc, voilà, mon heure, c'est 50 000 francs. On va commencer à travailler. D'accord? Donc, ça, c'est le premier type d'offre que tu vas faire. Ensuite, tu peux faire du coaching entreprise. Donc, tu fais des formations entreprises sur le financement bancaire. Donc, tu invites les entreprises, tu fais un sponsoring, tu invites les entreprises dans la salle et chacun paye de l'argent pour venir suivre tes formations. Disons qu'ils peuvent payer 150 000 francs par personne pour venir dans une formation en financement d'entreprise pour les PME, PMI. Ça peut être ta niche. Ou alors pour les grandes entreprises. Financement d'entreprise pour les grandes entreprises. Et là, tu invites les cadres supérieurs qui sont les preneurs de décision. Donc, le deuxième niveau d'offre, ce sont donc les séminaires. Donc, tu vas faire des séminaires payants, cette fois-là, où tu invites les gens, disons, à 150 000 l'unité. 150 000 francs CFA l'unité. Donc, tu organises un grand séminaire, tu invites tout le monde. Voilà, les gens viennent dans le séminaire et tu leur dispenses, tu leur donnes des informations sur le sujet. Voilà. Donc, ça, c'est ton deuxième niveau d'offre. Tu vois, ça commence à avancer. Donc, celui qui est venu en consultation gratuite, en une heure, vraiment, ne va pas bénéficier grand-chose de toi. C'est vrai que tu vas lui donner de la valeur, mais il faut qu'à un certain moment, s'il a besoin d'un certain type d'accompagnement, tu peux l'accompagner. Voilà. Donc, à côté des séminaires, tu peux faire des coachings. Donc, tu fais un coaching de groupe pour les directeurs financiers des entreprises PME, PMI. Donc, tu les mets dans un groupe, le groupe dans lequel tu produis de la valeur tout le temps. Tu leur expliques les mécanismes économiques de l'heure. Tu leur expliques comment est-ce qu'on fait pour avoir le crédit actuellement. Tu leur expliques les méthodes alternatives de crédit. Tu leur expliques comment faire pour avoir les crédits dans les banques institutionnelles. Tu leur expliques la microfinance. Tu leur expliques le crowdfunding. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir du financement à travers la masse populaire. Voilà. Donc, tu leur expliques toutes ces choses-ci dans ton groupe de coaching. Donc, tu peux faire un groupe de coaching où tu rassembles les entreprises ou les entrepreneurs et tu leur expliques toutes ces choses-là. Ensuite, tu peux faire de l'implémentation système. Implémentation. Donc, c'est à partir d'ici que tu vas en entreprise. Donc, ici, une entreprise a besoin de toi, elle t'appelle, tu regardes son système financier, tu vois tout ce qui n'est pas cohérent, que ce soit sur le plan comptable, que ce soit sur le plan de la stratégie financière, que ce soit sur le plan du financement de la dette, que ce soit sur le plan de la demande de crédit. Tu regardes et tu vois tout ce qui n'est pas cohérent. Tu peux leur donner des solutions directement ou alors tu peux implémenter ton système à toi que tu as développé. Et je vais revenir dessus. Un consultant doit avoir un système. Un consultant vend des systèmes. C'est ce que j'ai appelé la loi des systèmes solutions quand je faisais la présentation de l'exposé des motifs. Donc, à partir d'ici, tu vas en entreprise pour présenter donc tes offres. C'est-à-dire que tu peux commencer à les implémenter en entreprise, tes systèmes financiers que tu as développés toi-même. À partir de ce niveau, tu peux faire du suivi système. Donc, l'implémentation signifie que tu installes le système. D'accord? Tu as ton système, tu vas installer. Les autres vont suivre. Mais ils doivent payer de l'argent pour ça. Ensuite, le suivi du système, c'est qu'ils n'ont même personne pour suivre. Mais il y a des systèmes que tu suis dans les entreprises. C'est une autre valeur. Voilà. Et la dernière valeur, donc, c'est ce que j'appelle les clubs de membres. Tu crées un club dans lequel tu rassembles tous tes anciens clients, avec tu rassembles tous les clients que tu suis, dans lequel vous pouvez développer tout un autre ensemble de business que tu veux. C'est-à-dire que vous pouvez développer d'autres projets, vous pouvez développer un ensemble de choses. C'est comme ça que les grandes entreprises fonctionnent. C'est comme ça que les grandes entreprises fonctionnent. C'est comme ça que les grands entrepreneurs font pour devenir de plus en plus riches. Donc, ce système, si tu vois, tu as
collectionner la valeur. Tu vois que la plupart des consultants font ça, mais ils n'ont pas pensé ça de manière échelonnée comme ça. Si tu parles chez un consultant en finance, il va te dire qu'il fait ça. Tu fais le suivi, oui, je fais le suivi. Tu fais l'implémentation, oui, je fais l'implémentation en entreprise. Mais ce n'est pas conçu pour faire partie d'un client. Tu fais partie du client d'un point A à un point B. Et quand tu conçois ça comme ça, tu vois la valeur que tu donnes au client est de plus en plus grande. C'est pour ça qu'on appelle ça l'échelle de valeur. Donc ici, la valeur est petite, quand même, mais elle existe. La valeur est un peu plus grande, etc., jusqu'à la valeur optimale. Donc voilà comment tu crées une échelle de valeur. Donc on a pris ça pour un consultant. Tu peux faire la même chose si tu es même technicien de surface. Si tu es... tu maîtrises les mathématiques et tu veux faire le tutorat. D'ailleurs, on va faire cet exemple-là. Donc on va prendre l'exemple d'un jeune qui est sorti de l'école. Par exemple, il maîtrise la physique et il a cette compétence-là qu'il maîtrise la physique. Comment est-ce qu'il peut faire, lui, pour monter une échelle de valeur? Parce qu'il peut avoir une entreprise de consulting dans l'enseignement de la physique et même dans la pratique de la physique. Parce qu'il ne fait pas qu'enseigner, il pratique aussi. Enfin, s'il connaît bien la physique, il doit aussi pratiquer. Il doit être capable de pratiquer. Peut-être en laboratoire, peut-être en entreprise, dans le secteur industriel. Donc, il peut commencer par des consultations gratuites ou par des séminaires gratuits à l'intention des jeunes qui préparent les examens. Donc, il peut avoir une cible là. Il se dit, OK, je vais prendre les jeunes qui préparent les examens et concours et on va lancer une formation pour eux en physique. Donc, il fait des séminaires gratuits. Dans les séminaires gratuits, il va expliquer les biens fondés de la physique. Il va expliquer son modèle de compréhension de la physique ou alors de la science physique en général. Et il va demander à ces jeunes-là, pour ceux qui sont intéressés, de venir le rejoindre dans son cours de physique spécialisé qu'il a conçu. Donc ensuite, il peut faire un cours de physique spécialisé pour les jeunes. Et là, c'est à l'international. Tu peux, avec les outils digitaux que je vais t'apprendre, tu peux avoir ton cours en ligne où plusieurs personnes le suivent de par le monde, que ce soit en Afrique, en Europe et partout. Donc, deuxième position, tu as ton cours. Troisième position, tu as le suivi. Donc, là-bas, il y a des parents qui auront des élèves qui seront, disons, déficients ou alors qui auront une compréhension lente. Ils vont vouloir que tu le suives dans le temps, dans tout son cursus scolaire. Donc, tu négocies ce genre de deal avec eux. Donc, là, ils sont en séminaire, là, ils sont en classe, là, ils sont dans le suivi. Ensuite, ça c'est pour les élèves, donc ça c'est pour le premier niveau. Ensuite, tu peux faire du consulting en entreprise pour la physique. Supposons que tu t'es spécialisé dans le secteur industriel, par exemple, ou alors que tu maîtrises le secteur industriel dans la physique. Tu peux faire du consulting dans la mécanique, ou dans le froid, ou dans la climatisation, ou dans les systèmes industriels. Et tu peux aller en entreprise, tu fais des performances là-bas, et tu montres comment est-ce qu'on peut appliquer certaines choses que tu as découvertes. Donc, je ne vais pas parler de ça beaucoup parce que je ne connais pas de domaine, mais je suis en train de t'expliquer comment tu peux construire ton échelle de valeur à toi. Peu importe ce que tu fais, peu importe la compétence que tu as, tu dois d'abord commencer par construire une échelle de valeur. Voilà. Donc, je vais arrêter cet épisode ici. J'espère que l'épisode t'a plu. Dis-moi en commentaire tout ce que tu penses de ce qu'on a fait. Je veux que tu t'abonnes à la chaîne. Je veux que tu invites les autres, tes amis, tes cousins, tes voisins à venir s'abonner, à liker tout ce qu'on fait. Et je veux que tu me dises en commentaire ce que tu penses de ce qu'on fait. Parce que c'est très important. Il faut que j'ai des retours, des feedbacks pour pouvoir améliorer. Donc, dis-moi ce que tu penses de ce qu'on fait. Dis-moi si ça t'aide vraiment. Et puis, commence à mettre en application ces choses. Si tu as écouté quelque chose qui t'a parlé, je te suggère vivement de commencer à implémenter ça tout de suite. Si tu veux me rencontrer, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Moi, je m'appelle Serge Bindi et je te donne rendez-vous au sommet.